Donc moi je suis doctorant à l'Université de Bordeaux et donc effectivement je vais vous présenter notre travail sur l'apprentissage d'une fonction de régularisation locale pour la résolution de problèmes inverses en images. Donc pour commencer, les problèmes inverses en images, on en retrouve beaucoup. Donc par exemple, on peut avoir des problèmes de débruitage, de défloutage ou encore de super résolution. Donc on a des observations qui sont corrompues d'une certaine manière et on veut retrouver une version propre de ces images. On peut aussi en retrouver par exemple en imagerie médicale ou ici par exemple pour de la tomographie. Donc on a notre observation, le signal de droite qui est un sinogramme et on veut pouvoir retrouver à partir de ce signal le scan que vous avez à gauche. Et donc tous ces problèmes, on peut les formuler de la manière suivante. Donc on a une observation Y qui dépend du modèle de dégradation ici, avec un signal original X, un opérateur de dégradation linéaire A, et auquel on ajoute un bruit gaussien. Donc les problèmes inverses, la difficulté c'est que généralement ils sont mal posés, c'est-à-dire que si on se contentait naïvement, on va dire, de résoudre le système linéaire ici, y égale à x, eh bien, comme l'opérateur A est souvent mal conditionné, une petite perturbation liée au bruit epsilon ici entraînera une grande perturbation sur la solution du système. Donc ce n'est pas une méthode satisfaisante et par ailleurs, des fois, il peut être aussi sous-déterminé ce problème si on a plus d'inconnus que d'observations. Donc typiquement pour la super résolution, ça veut dire qu'en fait on peut avoir une infinité d'images haute résolution qui sont consistantes avec notre observation basse résolution. Dans le sens où si on les projette en basse résolution, elles seront égales à notre observation. Donc la question c'est comment on retrouve une solution satisfaisante X à partir de notre observation. Donc pour ça, une manière de faire assez répandue, c'est d'introduire un problème variationnel et de définir la solution de notre problème inverse comme une image X chapeau, donc qui va minimiser une fonctionnelle qui regroupe deux termes, un terme d'attache aux données et un terme de régularisation. Donc le terme d'attache aux données, il mesure que la solution proposée soit proche, consistante de notre observation. Donc, et le terme de régularisation, il va forcer notre solution à vérifier les propriétés qu'on veut imposer. Donc en fait, ça consiste à incorporer une forme de connaissance a priori sur la solution qu'on veut avoir pour régulariser le problème. Donc le terme d'attache aux données, en fait, il est dépendant du modèle de dégradation. Et donc, en général, il est simple à modéliser. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. En revanche, le terme de régularisation, il est essentiel. Et là, c'est plus délicat à définir parce qu'il faut que ce soit un terme qui va pénaliser les mauvaises solutions et favoriser les bonnes solutions. Et il reste maintenant à définir qu'est-ce qu'une bonne solution. Et dans le cadre des images, ce n'est pas évident parce que les images, elles sont complexes, elles sont de grandes dimensions. Et donc, il faut trouver un terme qui mesure cette complexité. Donc, donc, il y a des méthodes qui utilisent par exemple la variation totale, de la sparsité dans certaines bases, mais ce n'est pas totalement satisfaisant. Donc nous, le travail qu'on fait ici, c'est on se concentre sur ce terme de régularisation et on va essayer d'apprendre un terme de régularisation qui va améliorer notre solution. Donc pour ça, on se repose sur une méthode qui s'appelle la régularisation adversarielle. Et ça consiste en fait à apprendre une fonction de régularisation qui soit adaptée à nos données. Donc on va paramétrer la fonction de régularisation par un réseau de neurones
et on va utiliser deux datasets ou deux distributions de données. Donc une distribution qui va correspondre à nos données propres, donc celles qu'on veut avoir, et à l'inverse, une distribution qui va correspondre aux données corrompues. Et donc on va entraîner ici donc cette fonction ici R à maximiser cette fonction coût. Et donc on voit en fait, on veut que notre fonction elle soit maximale sur nos données corrompues, elle soit minimale sur nos données propres, et on va ajouter un terme ici de pénalité du gradient. Et donc si vous êtes un peu familier avec les GAN et les Wasserstein GAN, vous verrez qu'en fait cette fonction coût elle est très similaire à celle qu'on retrouve dans les Wasserstein GAN. Donc finalement il y a une interprétation en fait de distance entre deux distributions de données propres et de données corrompues. Et la pénalité du gradient, je vais revenir après là-dessus. Et donc l'avantage aussi, c'est que on n'a pas besoin de données appareillées. Donc c'est intéressant dans des cas où on ne peut pas utiliser des méthodes supervisées. Voilà, donc pour donner une petite interprétation géométrique de ce que fait notre fonction de régularisation, ici j'ai fait un petit exemple synthétique avec des données en 2 dimensions. Donc on a des données sur la figure de gauche ici. Donc on considère que notre distribution de données propres, c'est nos points bleus sur le cercle. Et on a généré une distribution bruitée avec des points rouges, donc qui sont des points du cercle auxquels on a ajouté un petit bruit. Et si on entraîne cette fonction de régularisation sur ces données-là, on voit très clairement ce qu'elle fait, c'est-à-dire que la pénalité du gradient va imposer donc la norme du gradient de notre fonction de régularisation être égale à 1. Et donc on peut avoir une interprétation géométrique de ce que ça fait. Et en fait, cette fonction, elle va agir comme elle va représenter une forme de distance à la variété de nos données propres. Donc maintenant, je vais vous présenter ce que nous, on a fait. Donc en fait, à la base, la régularisation adversarielle, ça a été introduit plus pour des images médicales. Et donc les images médicales, elles ont une structure très particulière. Mais dans le cadre des images naturelles, nous on voulait l'adapter aux images naturelles, elles sont encore plus complexes, encore plus variées. Et donc c'est pas évident d'apprendre sur des images très grandes une fonction qui marche bien et qui est aussi la pénalité du gradient qui va être vérifiée. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler sur en fait des patchs d'images naturelles. Et donc on va entraîner notre fonction de régularisation sur les patchs. Donc on va l'entraîner avec le critère que je vous ai présenté précédemment à distinguer des patchs propres de patchs corrompus. Donc, l'avantage en fait, c'est qu'on va utiliser un réseau convolutif et en fait on peut comme ça appliquer ce réseau à une image de n'importe quelle dimension, même s'il a été entraîné sur des patchs, et on va en fait obtenir, comme vous pouvez voir ici, une carte de score où la valeur de chaque point correspond à la valeur de la fonction de régularisation sur le patch correspondant. Et donc après, on peut définir une fonction de régularisation sur l'image entière simplement comme la moyenne de cette carte, donc qui correspond à la moyenne de la valeur de la fonction sur chaque patch. Donc en fait, ça repose sur l'idée qu'on considère que notre image est bonne si l'ensemble de ces patchs le sont. Donc les avantages, c'est déjà, comme c'est un peu un réseau fully convolutionnel, on peut l'appliquer à des images de n'importe quelle taille. La dimensionnalité des patchs étant plus faible, on peut apprendre un modèle avec moins de paramètres. Et donc c'est intéressant, et ça peut être intéressant notamment dans des cas où on n'a pas énormément de données.
D'autant plus que sur une seule image, vous pouvez extraire déjà énormément de patchs. Donc, à la fois, vous pouvez avoir plus de points d'apprentissage et moins de paramètres à apprendre. Donc, on gagne sur 2 tableaux. Donc, pour montrer un peu ce que ça fait ici, donc, là, on a entraîné une fonction sur des patchs propres et des patchs bruités. Et donc, on voit que la fonction de régularisation ici distingue clairement les 2 types de patchs. Donc, on a la valeur ici de la fonction sur les patchs propres et la valeur sur les patchs bruités. Et ici, j'ai montré quelques patchs correspondants. Donc, pour montrer quelques résultats de cette méthode, donc, au début, on l'a testé simplement sur un problème de débruitage. Donc, c'est un problème un petit peu artificiel, hein, parce que déjà, ce n'est pas forcément un modèle de bruit très réaliste pour les images naturelles. Et en plus de ça, on pourrait simplement entraîner des méthodes supervisées, mais en fait, ça permet de se comparer aux autres méthodes et aussi de comparer le résultat avec la vraie solution, puisqu'on la connaît. Donc, on minimise, donc on cherche le x qui minimise cette fonction coût. Donc, on utilise Adam, donc un algo avec du momentum et un pas d'apprentissage adaptatif pour trouver une solution qui minimise cette fonction coût, et on utilise à peu près 50 itérations. Donc voilà, là c'est un petit exemple du débruitage avec notre image ici propre, l'image bruitée, je ne sais pas si on voit très bien, et la solution débruitée ici. Donc ici, on compare avec quelques méthodes. Donc nous, c'est ALR pour Adversarial Local Regularization. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est, on va dire, on a des niveaux de performance similaires, même un petit peu meilleurs que des méthodes pré-deep learning. On a aussi comparé avec des méthodes supervisées qui étaient bien meilleures. Mais l'avantage aussi de cette méthode, c'est qu'on peut l'adapter à différents types de problèmes inverses. Donc, par exemple, pour un problème de deblurring, donc de défloutage, on peut aussi utiliser la fonction de régularisation, la même fonction pour le défloutage, et il suffit juste de changer le terme d'attache aux données à gauche. Donc ici, on a rajouté le K qui correspond au kernel de la convolution. Donc, pour donner un petit exemple, et nous, ça va être l'image, la deuxième en partant de la gauche. Et on compare avec une autre méthode de type plug and play, donc qui est une autre méthode pour résoudre des problèmes inverses un petit peu différente. Voilà, donc pour conclure, donc on apprend une fonction de régularisation pour les problèmes inverses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de données appareillées, donc ça peut éventuellement s'adapter pour des cas de figure où on n'aurait pas ces données appareillées. Et donc finalement, c'est un bon compromis entre les méthodes supervisées qui sont très très efficaces, mais qui demandent ces données, et les méthodes qui utilisent des modèles classiques qui ne sont pas forcément très adaptés pour toutes les images. Donc voilà, c'est la fin de la présentation, et je serai très content de répondre à vos questions si vous en avez. Des questions? Il y en a déjà une ici. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une petite question, parce qu'à un moment, il a dit qu'on pouvait faire l'optimisation pour à la haute résolution, là, la deuxième tâche. Il a dit que tu gardais la même fonction Rx. Mais moi, ce que j'ai compris dans la présentation, c'est que tu entraînais Rx en donnant des paires d'images bruitées et débruitées. Enfin, ouais. Est-ce que tu réentraînes en fait la fonction, ou est-ce que ça marche? Alors, là, on a entraîné sur des patchs bruités, et on l'a réutilisé la même pour le deblurring. C'est pas, effectivement, c'est rigoureusement, ce qu'il aurait fallu faire, ça aurait été d'entraîner sur des patchs flous auxquels on aurait appliqué en fait la pseudo-inverse de l'opérateur de convolution. Mais comme en fait
L'important, c'est que notre fonction, elle va être minimale sur les bons patchs, et donc finalement, ça marche quand même comme ça. Donc effectivement, c'est un petit peu, c'est pas forcément très rigoureux, mais comme c'est des problèmes similaires et on cherche les mêmes solutions, ça fonctionne. Après, évidemment, en imagerie médicale, par exemple, on ne pourrait pas faire ça comme les problèmes inverses sont très différents. J'ai pas ça comme par exemple, j'ai tout ça en mode c'est intéressant, ça généralise bien. Ouais. Parce que c'est pas le même type de. C'est plus ou moins l'heure de la pause café. Une petite dernière question, on aura presque rattrapé de notre temps. Quelle taille de patch en général, jusqu'où on peut aller pour que ce soit raisonnable l'entraînement? Alors nous, on a testé avec des patchs entre 7 et 15. Ouais. On avait les meilleurs résultats avec 15. Quand on prenait plus gros, c'était un peu délicat à entraîner. Et si on prend trop petit, c'est pas idéal parce que en fait, c'est trop local et du coup, on peut avoir un peu en particulier sur les zones uniformes, on va avoir un peu des ondulations comme ça. Comme le modèle voit pas assez n'a pas un champ réceptif assez gros. On remercie Jean. Merci.